Il est entré à la fête en cachant sa véritable identité. Le millionnaire voulait être invisible pour une nuit, mais une femme l'a regardé dans les yeux et a dit « Je t'ai attendu toute ma vie. Que penses-tu qu'il va se passer dans cette histoire? Commente et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et dis-nous de quelle ville tu nous regardes. Je te promets que ce sera la meilleure histoire que tu entendras dans ta vie. » Alexandre Dubois observait son reflet dans les vitres teintées de son bureau au sommet de la tour Montparnasse. À 28 ans, il était déjà considéré comme l'un des esprits les plus brillants de la tech française. Sa start-up, devenue en quelques années une entreprise valorisée à plusieurs milliards d'euros, révolutionnait l'intelligence artificielle en Europe. Pourtant, ce matin-là, il ne ressentait qu'un vide immense. Les journalistes l'appelaient le prodige de la Silicon Valley à la française. Les investisseurs se disputaient ses faveurs et les magazines économiques plaçardaient régulièrement son visage en couverture. Mais Alexandre savait que derrière cette façade dorée se cachait un homme épuisé, prisonnier d'une image qu'il n'avait jamais vraiment choisie. Il repensait souvent à sa grand-mère Marguerite, cette femme aux mains rugueuses qu'il avait élevée dans sa petite maison de Villefranche-sur-Saône. Elle lui préparait des goûters simples, l'emmenait cueillir des mûres le long des chemins de campagne, et le soir, ils lisaient ensemble des romans d'aventure sous la lumière tamisée de sa lampe de chevet. Marguerite lui répétait toujours « Alexandre, mon petit, rappelle-toi que les vraies richesses ne se comptent pas en euros. » Depuis qu'elle avait quitté ce monde 3 ans auparavant, il avait l'impression de s'être perdu dans un labyrinthe de réunions interminables et de stratégies commerciales. Ce vendredi après-midi, après avoir écouté pour la énième fois son assistant lui réciter son agenda surchargé du week-end, 3 cocktails mondains, 2 interviews et une conférence sur l'avenir du numérique, Alexandre prit une décision qui surprit tout son entourage. Il annula tout. « Monsieur Dubois, vous êtes certain? Le gala de la fondation Tech for Good, c'est ce soir, et vous êtes l'invité d'honneur. » S'inquiéta Julien, son assistant personnel, les yeux écarquillés derrière ses lunettes rondes. « Absolument certain, Julien. Dis-leur que j'ai une urgence familiale, et surtout, pas un mot à la presse. » Alexandre quitta ses bureaux de la Défense sans prévenir personne d'autre. Il avait reçu, quelques jours plus tôt, une invitation d'un ancien camarade de faculté pour un barbecue dans le quartier populaire de Belleville. Thomas Mercier, devenu professeur d'histoire dans un collège du 19e arrondissement, organisait cette soirée pour fêter son emménagement dans un petit appartement avec terrasse. L'invitation était simple, manuscrite, sans artifice. « Apporte juste ta bonne humeur et quelque chose à grignoter. » Ce soir-là, Alexandre fouilla dans ses placards et dénicha un jean délavé et un t-shirt blanc qu'il n'avait pas porté depuis l'université. Il glissa ses pieds dans de vieilles baskets Converse et observa sa transformation dans le miroir. Fini le costume sur mesure, fini la montre de luxe, fini les chaussures italiennes. Il ressemblait de nouveau à l'étudiant insouciant qu'il avait été avant que le succès ne l'emporte dans son tourbillon. Il prit le métro, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois, et se dirigea vers Belleville. Dans le wagon bondé, personne ne le reconnut. Pour la première fois depuis longtemps, il put observer les gens autour de lui sans qu'on l'observe en retour. Une femme lisait un roman de Marguerite Duras, un homme âgé sommeillait en tenant fermement son sac, 2 adolescents débattaient avec passion de leur série préférée. Cette normalité lui fit un bien immense. L'appartement de Thomas était chaleureux, décoré avec des objets chinés et des livres empilés un peu partout. Sur la terrasse, une quinzaine de personnes discutaient autour d'un barbecue de fortune. Il y avait là des enseignants, une infirmière, un mécanicien, une étudiante en master de sociologie, tous unis par cette simplicité qu'Alexandre avait presque oubliée. « Alexandre, tu es venu !» Thomas l'accueillit avec une accolade sincère. « Je me disais bien que tu avais besoin de décompresser. Laisse-moi te présenter tout le monde. » Mais c'est alors qu'Alexandre la vit. Elle était assise légèrement à l'écart, sur une chaise de jardin dépareillée, vêtue d'une robe fleurie toute simple et de baskets blanches. Ses cheveux châtains étaient remontés en un chignon négligé, et elle tenait un livre ouvert sur ses genoux. Contrairement aux autres invités qui parlaient et riaient bruyamment, elle semblait absorbée dans sa lecture, comme si elle évoluait dans une bulle de tranquillité. « Et voici Camille », dit Thomas en s'approchant d'elle. « Elle vient d'arriver à Paris pour un nouveau travail. »« Camille, je te présente Alexandre, un ami de la fac. » Camille leva les yeux de son livre. Alexandre aperçut qu'il s'agissait de L'étranger de Camus
et lui adressa un sourire poli mais distant. Elle lui tendit une main ferme et fraîche. « Enchanté, Alexandre. Excusez-moi, j'étais plongé dans ma lecture. J'ai du mal à décrocher quand un livre me passionne. » Sa voix était douce mais assurée, avec un léger accent qu'Alexandre n'arriva pas à identifier immédiatement. Il y avait dans son regard quelque chose de direct, d'authentique qui le déstabilisa. Aucune admiration automatique, aucune tentative de séduction, aucun de ces réflexes qu'il avait l'habitude de susciter. « Camus, excellent choix, » répondit-il en s'asseyant sur la chaise libre à côté d'elle. « Vous en êtes où ?»« À la scène du procès. Je relis ce passage pour la 3e fois. Il y a quelque chose de fascinant dans cette façon qu'a Camus de décrire l'indifférence de Meursault face à son propre sort. » Alexandre fut surpris par la profondeur de sa remarque. Dans son monde habituel, les conversations tournaient autour des dernières tendances technologiques, des levées de fonds ou des stratégies de croissance. Ici, cette jeune femme qu'il venait de rencontrer lui parlait littérature avec une passion évidente. Ils bavardèrent pendant une bonne partie de la soirée. Camille lui raconta qu'elle avait grandi à Annecy, qu'elle venait de terminer un master en lettres modernes et qu'elle cherchait sa voie professionnelle. Elle évoquait avec des étoiles dans les yeux son rêve d'ouvrir un jour une petite librairie de quartier, un endroit où les gens pourraient prendre le temps de feuilleter les ouvrages, de discuter littérature autour d'un café, loin de l'agitation du monde numérique. « Une librairie sans ordinateur ?» demanda Alexandre, amusé. « Exactement. Un endroit où le temps reprendrait son rythme naturel, où on pourrait entendre le bruit des pages qui se tournent plutôt que celui des notifications. » Alexandre sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Cette vision, si éloignée de son univers hyper connecté, lui paraissait soudain d'une beauté saisissante. Vers minuit, alors que la soirée touchait à sa fin, Camille se leva pour partir. Elle fouilla dans son petit sac en bandoulière et en sortit une serviette en papier sur laquelle elle griffonna quelque chose. « Voici mon numéro, » dit-elle en la lui tendant. « Mais j'ai une condition. Si vous voulez me recontacter, appelez-moi. Pas de message, pas de texto. Une vraie conversation comme avant. » Alexandre prit la serviette, touché par ce geste si simple et pourtant si rare dans son monde où tout passait par des applications et des interfaces digitales. Il regarda Camille s'éloigner dans la nuit parisienne, sa silhouette menue disparaissant au coin de la rue des Noyers. De retour chez lui, dans son appartement de luxe du 7e arrondissement, Alexandre contempla longuement cette serviette froissée. Pour la première fois depuis des années, il avait passé une soirée entière sans parler business, sans calculer, sans jouer un rôle. Il avait simplement été lui-même, et cela lui avait suffi. Chapitre 2. Les premiers mots. Alexandre fixa le téléphone posé sur sa table de nuit pendant 3 jours entiers. La serviette froissée avec le numéro de Camille était soigneusement dépliée à côté, comme un trésor précieux qu'il n'osait pas encore toucher. Chaque matin, en se réveillant, il se promettait de l'appeler. Chaque soir, il remettait à plus tard, terrorisé à l'idée de briser la magie de cette première rencontre. Le mercredi suivant, en fin d'après-midi, il se décida enfin. Ses mains tremblaient légèrement en composant le numéro. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette nervosité de l'adolescence face à une fille qui lui plaisait. « Allô ?» La voix de Camille résonna dans l'écouteur, claire et chaleureuse. « Bonjour Camille, c'est Alexandre. Nous nous sommes rencontrés chez Thomas, samedi dernier. » « Alexandre, j'espérais que vous appelleriez. Comment allez-vous » Cette simplicité dans l'accueil le déstabilisa encore une fois. Pas de jeu, pas de stratégie, juste une sincérité désarmante. « Très bien, merci. J'ai beaucoup pensé à notre conversation sur Camus et à votre projet de librairie aussi. Aimeriez-vous qu'on se voie pour en discuter davantage? Je pourrais vous inviter à prendre un café. » « Avec plaisir, mais laissez-moi choisir l'endroit. Je connais un petit café parfait pour ce genre de conversation. » Le lendemain, Alexandre se rendit au café que Camille avait proposé, le Consulat, une minuscule librairie-café nichée dans une rue pavée du Marais. L'endroit était authentique, avec ses murs tapissés de livres du sol au plafond, ses fauteuils dépareillés, et l'odeur enivrante du café fraîchement moulu mélangée à celle du papier ancien. Camille était déjà installée près de la fenêtre, un carnet ouvert devant elle. Elle portait un pull en laine beige et une jupe longue en velours côtelé. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules, et Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle, si différente de l'esthétique parfaite et froide des femmes qu'il côtoyait habituellement dans son milieu professionnel. « J'adore cet endroit, » dit-elle en le voyant arriver.
Ça est exactement le genre d'atmosphère que j'aimerais créer dans ma future librairie. Alexandre commanda un café noir et s'assit face à elle. L'intimité du lieu les encourageait à parler à voix basse, créant immédiatement une bulle d'intimité. « Parlez-moi de ce rêve de librairie », demanda-t-il. « D'où vient cette passion ?» Camille ferma son carnet et croisa ses mains autour de sa tasse fumante. « Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait tous les samedis dans une vieille librairie d'Annecy. Le propriétaire, M. Bertrand, connaissait tous ses clients par leurs prénoms et leur goût littéraire. Il préparait du thé. Les gens s'installaient pour lire, certains restaient des heures entières. C'était un véritable lieu de vie, pas seulement un commerce. » Ses yeux brillaient en évoquant ce souvenir. Alexandre l'écoutait avec une attention qu'il ne s'était jamais accordée dans ses réunions d'affaires les plus importantes. « Et qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette idée ?» L'idée de ralentir le temps. De créer un espace où les gens n'auraient pas besoin de performer, de paraître, de consommer frénétiquement. Juste être, lire, échanger. Vous savez, dans ce monde où tout va si vite, où tout est numérisé, je crois qu'il y a un besoin profond de retour aux choses simples. Alexandre hocha la tête, touché par cette vision. Il pensait à ses journées surchargées, à cette course effrénée vers toujours plus de croissance, plus de profit, plus de reconnaissance. « Et vous, Alexandre, que faites-vous dans la vie ?» demanda Camille. Il hésita un instant. Comment expliquer son univers sans révéler qui il était vraiment? « Je travaille dans l'informatique. Développement de logiciels, principalement. » Ce n'était pas un mensonge, techniquement. Mais c'était loin de la vérité complète. « Ah, vous faites partie de ces gens qui créent ce monde numérique que je fuis, » dit-elle avec un sourire taquin. « En quelque sorte, oui. Mais en vous écoutant, je commence à me demander si nous ne nous trompons pas de direction. » Leurs conversations s'enchaînèrent naturellement. Camille lui parla de son enfance à Annecy, de ses parents, un père menuisier et une mère institutrice, qui lui avaient transmis le goût des choses bien faites et de la simplicité. Elle évoqua aussi avec plus de retenue une relation passée qui l'avait marquée. « J'ai vécu avec quelqu'un à Lyon pendant 2 ans, confie-t-elle. Un homme brillant, séduisant, qui savait toujours quoi dire pour vous faire sentir spécial. Mais j'ai fini par comprendre qu'il utilisait son charme comme un outil, que tout était calculé. Depuis, je me méfie des belles paroles et des gestes trop parfaits. » Alexandre sentit un pincement au cœur. Lui qui avait passé sa vie à perfectionner son image publique, à calculer chacune de ses apparitions, chacun de ses mots. « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Maintenant, je cherche l'authenticité avant tout, la vérité même imparfaite, plutôt que le mensonge doré. » Ces mots résonnèrent en Alexandre, comme un avertissement et une promesse à la fois. Ils se revirent le surlendemain, cette fois dans un autre café du quartier latin que Camille affectionnait, puis encore le week-end suivant, pour une promenade le long de la Seine. À chaque rencontre, Alexandre découvrait une nouvelle facette de cette femme fascinante. Elle connaissait l'histoire de chaque pont, s'arrêtait devant les bouquinistes pour feuilleter de vieux livres, observait les gens avec une bienveillance qu'il n'avait jamais rencontrée. « Regardez ce couple là-bas », dit-elle en désignant un homme âgé qui lisait le journal à voix haute à sa femme assise sur un banc. Ils ont dû se rencontrer il y a 50 ans, peut-être ici même. Et ils continuent de partager ces petits moments simples. Alexandre suivit son regard et fut ému par cette scène qu'il n'aurait jamais remarquée dans sa vie d'avant. Camille avait ce don de transformer le quotidien en poésie. Un dimanche après-midi, elle lui fit une surprise. « J'aimerais vous montrer quelque chose », dit-elle mystérieusement. Elle l'emmena dans le 20e arrondissement, dans un gymnase communautaire, où se déroulait un tournoi de basket amateur. L'ambiance était joyeuse et décontractée, loin du standing habituel d'Alexandre. « Je viens ici tous les dimanches pour aider à l'organisation », expliqua Camille. « Les gamins du quartier adorent ces tournois. »« Vous savez jouer ?» Alexandre, qui n'avait pas touché un ballon depuis l'université, se retrouva sur le terrain en basket, transpirant et riant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Les enfants l'adoptèrent immédiatement, l'appelant Alexandre le Grand à cause de sa taille, le chargeant de faire l'arbitre pour leur match improvisé. « Vous êtes doué avec les enfants », observa Camille, en le voyant expliquer patiemment les règles à un petit garçon de 8 ans. « Ma grand-mère disait toujours que les enfants et les vieilles personnes étaient les meilleurs détecteurs de fausseté. Ils sentent immédiatement si vous êtes sincère ou non. Votre grand-mère avait l'air d'être quelqu'un de bien. La meilleure personne que j'ai jamais connue, » répondit Alexandre, la gorge serrée par l'émotion. En rentrant ce soir-là,
Alexandre réalisa à quel point ses après-midi avec Camille le transformaient. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement vivant, connecté à quelque chose d'essentiel qu'il avait perdu en chemin. Mais ce bonheur naissant était teinté d'une angoisse grandissante. Comment allait-il pouvoir continuer à lui cacher qui il était vraiment? Et surtout, comment réagirait-elle quand elle découvrirait la vérité sur Alexandre Dubois, le milliardaire de la tech que toute la presse française connaissait? Cette question le hantait chaque nuit, et il savait qu'il ne pourrait pas éluder éternellement cette conversation qui changerait tout entre eux. Chapitre 3. Les indices du cœur. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une douce routine que ni Alexandre ni Camille n'auraient voulu voir s'arrêter. Ils se retrouvaient 3 fois par semaine, toujours dans des endroits choisis par Camille. Petits restaurants familiaux, jardins publics discrets, cinéma d'art et d'essais. Alexandre découvrait un Paris qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer malgré des années passées dans la capitale. Ce mardi-là, il flânait dans les allées du marché aux puces de Saint-Ouen. Camille s'extasiait devant les trésors dégoûtés par les antiquaires, vieilles cartes postales, lampes art déco, premières éditions d'ouvrages littéraires. Alexandre l'observait avec attendrissement, surpris par sa capacité à transformer la moindre sortie en aventure poétique. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle en brandissant un carnet de cuir rouge découvert sur un étal. C'est un journal intime du début du XXe siècle. Écoutez, 15 juin 1923. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma librairie. Mon rêve devient enfin réalité. Puisse-t-elle apporter autant de joie aux autres qu'à moi? Elle leva les yeux vers Alexandre, émue par cette coïncidence troublante. Vous croyez aux signes? Je commence à y croire, répondit-il sincèrement. Camille acheta le carnet pour quelques euros, le serrant contre sa poitrine comme un talisman. En sortant du marché, Alexandre remarqua qu'elle boitait légèrement. « Vous vous êtes fait mal. Ce ne sont que ces chaussures neuves qui me torturent, » dit-elle en riant. « Je n'aurais jamais dû les porter pour marcher autant. » Sans réfléchir, Alexandre s'agenouilla devant elle sur le trottoir et entreprit de défaire les lacets de ses bottines. Le geste était si naturel, si dénué de calcul, que Camille en eut le souffle coupé. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je vous aide, » répondit-il simplement en massant délicatement ses pieds endoloris. Ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'on reconnaît un homme bien à la façon dont il prend soin des autres, sans rien attendre en retour. Ce contact innocent, cette tendresse spontanée, firent naître en Camille un trouble qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle observa le sommet du crâne d'Alexandre, ses cheveux châtains qui bouclaient légèrement dans la nuque, et se surprit à avoir envie de passer ses doigts dedans. « Voilà », dit-il en se relevant. « Vous devriez pouvoir rentrer plus confortablement. » Ils prirent le métro ensemble, et pour la première fois, Camille posa sa tête sur l'épaule d'Alexandre. Ce geste simple bouleversa ce dernier, plus que toutes les conquêtes professionnelles de sa carrière. « Alexandre, » murmura-t-elle sans lever la tête, « puis-je vous demander quelque chose? Tout ce que vous voulez. Vous ne parlez jamais de votre travail. Vous n'aimez pas ce que vous faites. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Comment expliquer que son travail était si omniprésent qu'il l'étouffait, que chaque jour des centaines de personnes dépendaient de ses décisions, qu'il était surveillé, analysé, critiqué par la presse économique et les réseaux sociaux? C'est compliqué, dit-il finalement. J'ai l'impression d'avoir créé un monstre qui me dévore. Avant, j'aimais résoudre des problèmes techniques, créer des choses utiles. Maintenant, c'est surtout de la gestion, des réunions, de la stratégie. J'ai perdu l'essence de ce qui me passionnait. Camille releva la tête pour le regarder. Il y avait dans ses yeux une tristesse qu'elle n'avait jamais vue. Pourquoi ne changez-vous pas alors? Ce n'est pas si simple. Il y a des responsabilités, des gens qui comptent sur moi. Et vous qui comptent sur vous. Je veux dire, vraiment, personnellement. La question fit mouche. Alexandre réalisa avec amertume qu'à part sa grand-mère disparue, personne dans sa vie ne s'inquiétait véritablement de son bien-être. Il était entouré de collaborateurs, d'investisseurs, de conseillers, mais pas d'amis véritables. Personne, je crois. Eh bien, maintenant, vous avez quelqu'un, dit Camille en reprenant sa position contre son épaule. Cette phrase simple révolutionna Alexandre. Pour la première fois depuis des années, il se sentait protégé, important pour quelqu'un, non pas pour ce qu'il possédait ou ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était. Le week-end suivant, Camille l'invita dans son petit studio de Belleville. L'appartement était minuscule mais chaleureux, avec des étagères improvisées qui croulaient sous les livres,
des plantes vertes partout et des dessins punaisés au mur, des croquis de sa future librairie qu'elle perfectionnait sans cesse. « Voici mon refuge, » dit-elle en lui préparant un thé. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. » Alexandre fut touché par cette intimité qu'elle lui offrait. Il examina ses dessins avec attention. Des rayonnages en bois clair, des coins lecture avec des fauteuils confortables, un espace café avec des tables rondes. Tout respirait la douceur et l'authenticité. « C'est magnifique, » dit-il sincèrement. « Avez-vous déjà trouvé un local? J'en visite plusieurs par semaine. Mais soit c'est trop cher, soit trop grand, soit dans un mauvais quartier. Et puis il faut convaincre les banques, préparer un business plan. » Elle soupira. « Parfois, j'ai l'impression que ce rêve restera toujours un rêve. » Alexandre brûlait de lui dire qu'il pourrait l'aider, qu'une simple signature de sa part réglerait tous ses problèmes financiers. Mais il savait qu'elle refuserait, qu'elle voudrait y arriver par ses propres moyens. « Ne renoncez jamais, dit-il à la place. Votre projet est beau, il trouvera son chemin. » Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble des pâtes simples en écoutant de la musique douce. Camille portait un tablier fleuri par-dessus un pull en laine, et Alexandre ne se souvenait pas avoir jamais trouvé une femme aussi désirable. Quand elle se dressa sur la pointe des pieds pour attraper une assiette dans un placard haut, il l'aida naturellement, se trouvant soudain tout près d'elle. Ils se regardèrent intensément, et Alexandre sentit que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. Camille posa sa main sur sa joue, et il ferma les yeux sous cette caresse. « Alexandre, chuchota-t-elle, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais je sais que vous me rendez heureuse. » Ces mots auraient dû le réjouir, mais ils eurent l'effet contraire. Le poids de son mensonge par omission lui devenait insupportable. Comment construire quelque chose de vrai sur une base de semi-vérité? Ils s'embrassèrent pour la première fois ce soir-là, tendrement, sans précipitation. Et quand Camille s'endormit contre lui sur le petit canapé, Alexandre resta éveillé toute la nuit à la regarder, partagé entre le bonheur de la voir dans ses bras et l'angoisse de la perdre quand elle découvrirait qui il était vraiment. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était Julien, son assistant, dans tous ses états. « Monsieur Dubois, le magazine Capital veut absolument vous interviewer cette semaine pour leur dossier sur les jeunes entrepreneurs français qui révolutionnent l'économie. Et Forbes vous a sélectionné dans leur liste des 30 under 30 européens. Il faut vraiment qu'on organise... » Alexandre raccrocha brutalement, le cœur battant. Dans la kitchenette, Camille préparait le petit déjeuner en fredonnant. Elle était si belle dans la lumière du matin, si paisible, si vraie. Il savait qu'il ne pourrait plus tenir longtemps. Il fallait qu'il lui dise la vérité. Mais comment lui avouer qu'Alexandre Dubois, l'homme simple qu'elle était en train d'aimer, était en réalité l'un des entrepreneurs les plus en vue de France? Comment lui expliquer qu'il l'avait mené en bateau depuis le début? Et surtout, comment être sûr qu'elle ne le quitterait pas immédiatement, persuadée qu'il n'était qu'un menteur de plus? Chapitre 4. Le prix de la vérité. Alexandre ne fut jamais aussi distrait en réunion que ce mardi matin dans la salle de conférence panoramique de TechVision, sa société. Autour de la table ovale, ses directeurs débattaient avec passion du projet d'expansion internationale qui devait faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure. 3 ans de négociations avaient abouti à un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros avec des partenaires américains et asiatiques. Les retombées seraient considérables, expliquait Marina Lefebvre, sa directrice financière, en faisant défiler des graphiques impressionnants. Nous parlerions d'une croissance de 300% sur les 2 prochaines années. De quoi faire de TechVision l'un des leaders mondiaux de l'IA. Ordinairement, de tels chiffres auraient électrisé Alexandre. Mais depuis qu'il connaissait Camille, quelque chose en lui avait fondamentalement changé. Les conversations qu'ils avaient eues sur le sens, sur l'impact réel de la technologie sur la vie des gens, résonnaient en lui de façon obsédante. « Et l'impact sur nos équipes françaises ?» demanda-t-il soudain. La question surprit l'Assemblée. Bertrand Morel, son directeur des ressources humaines, consulta rapidement ses notes. « Eh bien, nous devrions délocaliser une partie de la production en Asie pour rester compétitifs. Cela concernerait environ 200 postes, mais nous créerions 500 nouveaux emplois dans les services plus qualifiés, ce qui signifie que 200 familles vont perdre leur emploi pour que nous maximisions nos profits, » interrompit Alexandre. Un silence embarrassé s'installa dans la salle. Ses collaborateurs échangèrent des regards perplexes. Depuis quand leur PDG se préoccupait-il des considérations sociales au détriment de la rentabilité?
Alexandre, intervint prudemment Marina, c'est le prix de la compétitivité internationale. Tous nos concurrents fonctionnent ainsi. Et si nous trouvions un autre modèle? Alexandre se leva et marcha vers la baie vitrée qui surplombait Paris. Il pensait à Camille, à sa vision d'un monde plus humain, plus authentique. Il pensait aussi à sa grand-mère Marguerite, qui lui répétait toujours qu'avoir de l'argent était une responsabilité, pas juste un privilège. « Je propose que nous annulions ce projet d'expansion internationale », déclara-t-il en se retournant vers ses collaborateurs abasourdis. « Pardon ?» Marina avait pâli. « Vous m'avez bien entendu. Au lieu de conquérir le monde, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire de bien ici, en France. Développons des programmes de formation. Créons des centres technologiques dans les quartiers défavorisés. Utilisons notre expertise pour réduire la fracture numérique. » Bertrand se racla la gorge, mal à l'aise. « Alexandre, avec tout le respect que je vous dois, nous avons des investisseurs, des actionnaires qui attendent un retour sur investissement. Alors expliquons-leur que nous choisissons l'impact social plutôt que le profit à court terme, que nous construisons quelque chose de durable. » La réunion se termina dans une ambiance tendue. Alexandre savait qu'il venait de bouleverser 3 ans de stratégie en une matinée, mais il se sentait étrangement serein. Pour la première fois depuis la création de TechVision, ses décisions étaient alignées avec ses valeurs profondes. Le soir même, il retrouva Camille dans leur café habituel du Marais. Elle l'accueillit avec son sourire lumineux, mais remarqua immédiatement quelque chose de différent dans son regard. « Vous avez l'air apaisé », observa-t-elle en s'asseyant face à lui. « J'ai pris une grande décision aujourd'hui. J'ai l'impression de me rapprocher de qui je veux vraiment être. Racontez-moi. » Alexandre hésita. Comment expliquer sans révéler l'ampleur de sa responsabilité? J'ai refusé un projet qui nous aurait rapporté beaucoup d'argent mais qui aurait fait perdre leur emploi à des gens. Mes collègues pensent que je deviens fou. Camille posa sa main sur la sienne. Vous devenez humain, c'est différent. Cette simple phrase confirma à Alexandre qu'il avait pris la bonne décision. Mais il savait aussi que les conséquences ne tarderaient pas à se manifester. Effectivement, dès le lendemain, son téléphone n'arrêta pas de sonner. Les investisseurs réclamaient des explications. La presse économique s'emparait de l'affaire, parlant de crise de leadership chez TechVision. Un ancien associé, Philippe Bourgeois, qu'Alexandre avait écarté l'année précédente pour des divergences éthiques, donna même une interview venimeuse à un magazine économique. « Alexandre Dubois perd le sens des réalités », déclarait-il. « Il semble plus préoccupé par ses aventures sentimentales avec des inconnus que par la santé de son entreprise. Nos sources nous indiquent qu'il fréquente une femme sans éducation, complètement étrangère à notre milieu. » Quand Alexandre lut l'article, il sentit la colère monter en lui. Non pas à cause des attaques contre sa gestion, celles-ci il pouvait les supporter, mais à cause de la façon dont Philippe parlait de Camille. Cette femme extraordinaire réduite à une inconnue sans éducation par un homme qui ne la connaissait même pas. Le pire, c'est que l'article était accompagné d'une photo floue prise à la terrasse de leur café, montrant Alexandre et Camille en grande conversation. Comment les journalistes l'avaient-ils retrouvé? Il appela immédiatement Camille, mais tomba sur sa messagerie. Il essaya plusieurs fois dans la journée, sans succès. Le soir, inquiet, il se rendit directement chez elle. Camille l'accueillit avec un sourire contraint. Elle tenait à la main un exemplaire du magazine économique, ouvert à la page de l'article. « Il faut qu'on parle », dit-elle simplement. Alexandre sentit son cœur sombrer. Le moment qu'il redoutait tant était arrivé. « Camille, je peux tout vous expliquer ?» Alexandre Dubois, dit-elle lentement. PDG de TechVision. Fortune estimée à 800 millions d'euros. L'un des entrepreneurs les plus influents de France. Elle referma le magazine. « C'est bien vous, n'est-ce pas ?» Il acquiesça silencieusement, incapable de soutenir son regard. « Depuis combien de temps me mentez-vous ? Je ne vous ai jamais menti. J'ai juste omis certains détails. » Certains détails ? Camille eut un rire amer. « Votre identité, votre fortune, votre notoriété, ce ne sont pas des détails, Alexandre. C'est votre vie entière. Non, ma vraie vie, c'est celle que je vis avec vous. L'autre, c'est juste un rôle que je joue depuis trop longtemps. » Camille secoua la tête, les larmes aux yeux. « Comment puis-je vous croire? Comment savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Vous m'avez observé pendant des semaines, en sachant parfaitement que vous pourriez financer mon projet de librairie d'un claquement de doigts. Vous m'avez regardé me débattre avec mes problèmes d'argent, mes doutes, mes peurs,
Parce que j'aimais voir que vous me désiriez pour moi, pas pour ce que je possède. Vous savez combien de femmes m'ont approché uniquement pour ma fortune. Et moi, vous savez combien d'hommes m'ont menti par omission, manipulé, utilisé. Mon ex à Lyon était exactement comme vous, charmant, attentionné, avec ses petits secrets qu'il révélait au compte-gouttes pour mieux me contrôler. Ces mots frappèrent Alexandre comme une gifle. Être comparé à cet homme que Camille avait fui lui était insupportable. « Je ne suis pas lui, Camille. Je vous aime. L'amour, ce n'est pas juste dire de beaux mots. C'est aussi faire confiance, être transparent. Et vous, vous avez choisi de me cacher qui vous étiez vraiment. » Alexandre voulut s'approcher d'elle, mais elle recula. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle en ouvrant la porte. « S'il vous plaît, partez. » En sortant de l'immeuble, Alexandre croisa un homme avec un appareil photo qui tentait discrètement de le prendre en cliché. La presse l'avait retrouvé. Son histoire avec Camille allait certainement faire les gros titres dans les jours à venir. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Alexandre mesura vraiment le prix de son succès, et il réalisa qu'il était peut-être en train de perdre la seule chose qui lui importait vraiment. Chapitre 5. Le silence du cœur. Les jours qui suivirent la confrontation avec Camille furent les plus difficiles de la vie d'Alexandre. Elle ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Pire encore, quand il se rendit devant son immeuble, la concierge lui apprit qu'elle était partie quelques jours chez une amie, sans laisser d'adresse. Alexandre errait dans Paris comme une âme en peine, hantant les lieux qu'ils avaient partagés, le petit café du Marais, les quais de Seine, le gymnase communautaire où ils avaient joué au basket. Partout, il espérait l'apercevoir mais ne trouvait que le vide et ses souvenirs. Pendant ce temps, l'affaire prenait des proportions qu'il n'avait pas anticipées. Les médias économiques se délectèrent de cette histoire. Le golden boy de la tech française, qui sabotait sa propre entreprise pour une femme ordinaire. Les réseaux sociaux bruissaient de commentaires, souvent blessants et misogynes, sur Camille qu'ils surnommaient déjà la libraire mystérieuse. « Il faut faire quelque chose », supplia Marina lors d'une réunion de crise. « Les actions de TechVision ont perdu 15% en une semaine. Les investisseurs parlent de vous remplacer. » « Laissez-les parler, » répondit Alexandre d'un ton las. « J'assume mes décisions. Mais enfin, Alexandre, ressaisissez-vous. Cette femme ne mérite pas que vous sabotiez tout ce que vous avez construit. » Alexandre se leva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Ne vous avisez plus jamais de parler d'elle sur ce ton. Camille vaut 1000 fois mieux que tous nos projets de croissance réunis. » Marina recula, impressionnée par cette colère froide qu'elle ne lui connaissait pas. Le soir même, Alexandre prit une décision qui stupéfia son entourage professionnel. Il convoqua une conférence de presse exceptionnelle dans les locaux de TechVision. Devant une cinquantaine de journalistes médusés, il annonça une réorientation complète de sa stratégie. TechVision renonce définitivement à son expansion internationale pour se concentrer sur des projets d'impact social en France, déclara-t-il d'une voix ferme. Nous investirons 200 millions d'euros dans la création de centres de formation numérique dans les quartiers défavorisés et 100 millions dans un programme de lutte contre l'illettrisme par la technologie. La salle explosa en question. « Monsieur Dubois, n'est-ce pas une décision émotionnelle liée à votre relation sentimentale ?» Alexandre fixa le journaliste droit dans les yeux. « Ma vie privée ne regarde que moi. En revanche, mes décisions professionnelles sont prises en conscience et en cohérence avec mes valeurs. Si vous pensez qu'aider les plus démunis est une erreur, c'est que nous n'avons pas la même définition du succès. » Cette sortie médiatique fit sensation. Une partie de la presse salua son courage, parlant de capitalisme éthique et de retour aux valeurs humanistes. L'autre partie le traita d'utopiste naïf qui dilapidait l'argent des actionnaires. Mais Alexandre se moquait des critiques. Une seule opinion lui importait, et cette personne restait introuvable. Ce fut Thomas, leur ami commun, qui lui donna finalement des nouvelles. Il l'appela un jeudi soir, la voix embarrassée. « Alexandre, j'ai eu Camille au téléphone. Elle va bien, mais elle a besoin de temps. Elle m'a demandé de te dire qu'elle avait vu ta conférence de presse. Qu'est-ce qu'elle en pense ?» Elle pleurait en me parlant. Je crois qu'elle t'aime toujours, mais elle a très peur. Son ex l'a tellement détruite psychologiquement qu'elle ne fait plus confiance à personne. Thomas, dis-lui que je l'attendrai le temps qu'il faudra. Dis-lui que... Non, mon vieux. C'est à toi de lui dire. Mais pas maintenant. Laisse-lui de l'espace. Alexandre raccrocha le cœur serré mais avec un peu d'espoir. Au moins, elle ne l'avait pas oublié. Les semaines passèrent. Alexandre se plongea corps et âme
dans ses nouveaux projets sociaux. Il visitait personnellement les quartiers où seraient implantés les centres de formation, rencontrait les associations locales, s'imprégnait des besoins réels des populations. Ce travail de terrain, si éloigné de ses habitudes de dirigeant, lui apportait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue. Un matin, en sortant d'une réunion avec une association de Clichy-sous-Bois, il aperçut une silhouette familière dans la rue. Son cœur bondit. C'était Camille, qui observait avec attention la devanture d'un local commercial vide. Il hésita un instant, puis s'approcha lentement. Elle ne l'avait pas vu arriver. « Il y a de la place pour une librairie ici, dit-il doucement. » Camille sursauta et se retourna. Elle était amaigrie, ses traits tirés trahissant des nuits difficiles. Mais ses yeux étaient toujours aussi beaux, et Alexandre sentit son amour pour elle déferler avec une force renouvelée. « Alexandre, murmura-t-elle, qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? Je visite le futur emplacement de l'un de nos centres de formation. Et vous? Je cherche un local. Mon budget me limite à ce genre de quartier. » Ils se regardèrent en silence, chacun mesurant le chemin parcouru depuis leur dernière rencontre. « Camille, Non, l'interrompit-elle. Pas ici, pas comme ça. » Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement. Alexandre la regarda partir, déchiré entre l'envie de la suivre et le respect de sa demande d'espace. Mais cette brève rencontre changea tout. Alexandre comprit que Camille était prête à concrétiser son rêve de librairie, malgré les difficultés. Il eut alors une idée qu'il mit plusieurs jours à mûrir. Il contacta discrètement le propriétaire du local que Camille regardait, se renseigna sur les conditions de location, les travaux nécessaires. Puis il fit une proposition surprenante. Tech Vision financerait entièrement la rénovation du local pour en faire un espace culturel modèle, à condition que la priorité soit donnée au projet de librairie de Camille sans qu'elle le sache jamais. « Vous voulez financer anonymement le rêve de cette femme ?» s'étonna Maître Bertrand, le notaire chargé de l'opération. « Je veux juste qu'elle ait sa chance, qu'elle ne doit jamais savoir que j'ai contribué. » L'avocat secoua la tête, perplexe. « Monsieur Dubois, vous réalisez que c'est de l'argent que vous ne récupérerez jamais. L'amour ne se récupère pas, maître. Il se donne. » Quelques semaines plus tard, Camille reçut un appel inattendu du propriétaire du local. Une fondation culturelle avait décidé de rénover l'espace et cherchait un locataire sérieux pour y implanter un projet littéraire. Le loyer serait symbolique, les travaux entièrement pris en charge. Alexandre apprit par Thomas que Camille avait pleuré de joie en recevant cette nouvelle. Il imagina son bonheur, son excitation de voir enfin son rêve prendre forme, et cela lui suffit. Il ne chercha plus à la contacter. Il se contentait de passer parfois devant le local en travaux, observant de loin les progrès de l'aménagement. Parfois, il apercevait Camille qui dirigeait les ouvriers, choisissait les couleurs, disposait les étagères. Elle rayonnait d'un bonheur qu'il ne lui avait jamais vu, et cela lui réchauffait le cœur malgré la douleur de sa propre solitude. Un jour, en fin d'après-midi, leurs regards se croisèrent à travers la vitrine. Camille le fixe longuement, et Alexandre crut lire dans ses yeux une question muette, mais il détourna le regard et s'éloigna. Le moment n'était pas encore venu. Sa librairie devait d'abord naître, et ensuite, peut-être, leur amour pourrait-il renaître aussi. Chapitre 6. La révélation du dont mes 3 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de Pages and Rêves, la librairie de Camille. L'endroit était devenu rapidement le cœur battant du quartier de Clichy-sous-Bois. Les habitants avaient adopté ce petit cocon littéraire, où l'on pouvait boire un café en feuilletant un livre, où les enfants venaient écouter des histoires le mercredi après-midi, où les adolescents trouvaient refuge pour faire leurs devoirs. Alexandre passait devant la librairie au moins une fois par semaine, toujours discrètement, savourant le spectacle de Camille épanouie dans son élément. Elle avait retrouvé des couleurs. Sa joie de vivre naturelle illuminait son visage quand elle conseillait un client ou organisait un coin lecture pour les plus petits. Voir son bonheur comblait Alexandre d'une satisfaction profonde, même si la douleur de leur séparation restait vive. Ce mardi-là, il s'approchait de la vitrine quand une scène le figea sur place. Camille était en grande conversation avec un homme en costume, qui pointait des papiers d'un air agité. Alexandre reconnut immédiatement la posture agressive. Ce devait être un créancier ou un propriétaire mécontent. L'expression inquiète de Camille lui serra le cœur. Il hésita quelques instants, puis poussa la porte de la librairie. Le carillon tinta doucement, et Camille leva les yeux vers lui. Leur regard se croisa pour la première fois depuis des mois.
Alexandre y lut de la surprise, mais aussi quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Mademoiselle Moreau, disait l'homme en costume en agitant ses documents, vous devez comprendre que le retard de paiement des charges n'est plus acceptable. Fondation ou pas fondation, il y a des échéances à respecter. Excusez-moi, intervint Alexandre en s'approchant. Y a-t-il un problème? L'homme le toisa avec dédain. Et vous êtes un ami de mademoiselle Moreau. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Camille semblait partagé entre la gêne et la reconnaissance. Monsieur Delacroix représente la société de gestion de l'immeuble. Il y a eu un malentendu sur les charges. Un malentendu? S'exclama Delacroix. Cette soi-disant fondation littéraire de France qui a financé vos travaux a disparu dans la nature. Plus de nouvelles depuis 2 mois et maintenant c'est à vous de payer les arriérés. Alexandre sentit son sang se glacer. Dans sa volonté de rester anonyme, il avait créé une structure juridique complexe qui avait manifestement dysfonctionné. « Combien » demanda-t-il sèchement. « Alexandre, non » protesta Camille. « Ce ne sont pas vos affaires. »« 12 000 €, répondit Delacroix, surpris par la directité de la question. Alexandre sortit son téléphone et passa un appel rapide. « Julien, oui, c'est moi. Je veux qu'un virement de 15 000 € soit effectué immédiatement au nom de... » Il regarda Delacroix. « Votre nom et vos coordonnées, s'il vous plaît. » L'homme médusé dicta ces informations. En moins de 5 minutes, Delacroix recevait la confirmation du virement sur son téléphone. « Eh bien, parfait, bégaya-t-il. Le problème s'est réglé. » Il rangea ses papiers précipitamment et quitta la librairie. Camille et Alexandre se retrouvèrent seuls au milieu des rayonnages. Un silence lourd s'installa entre eux. « Pourquoi » demanda finalement Camille. « Parce que votre rêve ne mérite pas d'être gâché par des problèmes administratifs. » Non, Alexandre. Pourquoi vous m'aidez alors que je vous ai quitté? Pourquoi vous continuez à passer dans la rue sans jamais entrer? Et surtout, sa voix se brisa légèrement, pourquoi j'ai l'impression que cette mystérieuse fondation littéraire de France, c'était vous? Alexandre ferma les yeux. Il savait que ce moment arriverait un jour. Comment avez-vous deviné? Le notaire a laissé échapper quelques détails. Et puis, il y a eu cette histoire de centre de formation Tech Vision qui s'implante dans le quartier, exactement au moment où j'obtiens ce local rénové. Les coïncidences ont leurs limites, Alexandre. Camille s'assit sur l'un des fauteuils de lecture, comme si ses jambes ne la portaient plus. « Vous avez financé ma librairie, » dit-elle lentement. « Vous m'avez donné mon rêve en cachette. Je voulais juste que vous ayez votre chance. Sans contrainte, sans dette envers moi. Mais je suis endetté envers vous. Tout ceci. » Elle désigna la librairie d'un geste large. « C'est grâce à votre argent. » « Non, » répondit Alexandre fermement. « L'argent ne fait que des murs et des étagères. L'âme de cet endroit, c'est vous qui l'avez créé. Regardez autour de vous. Ces gens qui viennent ici, ces enfants qui découvrent la lecture, cette dame âgée qui trouve ici de la compagnie. C'est votre œuvre, pas la mienne. » Camille secoua la tête, les larmes aux yeux. « Vous ne comprenez pas. J'ai fui Lyon pour échapper à un homme qui pensait pouvoir acheter ma vie, mes sentiments, mes décisions. Et vous avez fait la même chose. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poing. Ce n'est pas la même chose. Votre ex vous manipulait pour vous contrôler. Moi, je vous ai aidé pour vous libérer, en prenant la décision à ma place. En me mentant par omission encore une fois, Camille se leva agité. « Alexandre, vous ne voyez donc pas? Votre argent nous empoisonne, même quand vous l'utilisez avec de bonnes intentions. Alors que dois-je faire? Reprendre l'argent? Détruire votre librairie? Non, maintenant c'est trop tard. Mais vous devez comprendre pourquoi je ne peux pas. Pourquoi nous ne pouvons pas... » Sa voix se brisa et elle éclata en sanglots. Alexandre fit un pas vers elle, mais elle l'arrêta d'un geste. « J'ai besoin d'air, dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Camille, attendez !» Mais elle était déjà sortie, le laissant seul au milieu des livres qu'il avait contribué à acheter. Alexandre resta un long moment immobile, assommé par cette conversation. Avait-il vraiment répété les erreurs de l'ex de Camille? Avait-il utilisé sa fortune pour la manipuler, même inconsciemment? Il allait partir quand une petite voix l'interpella. « Monsieur, vous connaissez la dame de la librairie ?» Alexandre se retourna et découvrit une fillette d'une dizaine d'années, aux cheveux tressés et aux grands yeux curieux. « Oui, un peu. »« Pourquoi ?» Elle pleurait en sortant. « C'est à cause de vous ?» La question directe de l'enfant le prit de court. « C'est compliqué. Ma maman dit que quand on fait pleurer quelqu'un qu'on aime, il faut s'excuser et réparer.
Et si on ne sait pas comment réparer? La fillette réfléchit sérieusement. Ma maman dit aussi qu'il faut d'abord écouter vraiment ce que l'autre personne ressent, pas ce qu'on croit qu'elle ressent. Cette sagesse enfantine bouleversa Alexandre. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la petite fille. « Comment tu t'appelles ?»« Léa, et vous ?»« Alexandre. »« Merci pour le conseil, Léa, je crois que tu as raison. »« De rien. J'espère que la dame va arrêter de pleurer. » Alexandre quitta la librairie avec les mots de Léa en tête. Pour la première fois, il essaya vraiment de comprendre ce que ressentait Camille. La peur de perdre son autonomie, l'angoisse d'être de nouveau sous l'emprise d'un homme puissant, la culpabilité de devoir son succès à quelqu'un d'autre. Il comprenait enfin qu'aimer quelqu'un, ce n'était pas seulement vouloir son bonheur, c'était aussi respecter sa liberté de choisir, même si ce choix vous excluait. Cette nuit-là, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Mais d'abord, il devait retrouver Camille et avoir avec elle la conversation la plus importante de sa vie. Une conversation où, pour une fois, il l'écouterait vraiment sans chercher à résoudre, à réparer ou à convaincre. Juste écouter et peut-être enfin comprendre. Chapitre 7. L'amour sans condition. Alexandre passa les 3 jours suivants à chercher Camille partout. Elle n'était pas chez elle, ni à la librairie qu'elle avait fermée temporairement. Thomas ne savait pas où elle se trouvait. Qu'Alexandre commençait à craindre qu'elle ait définitivement quitté Paris. C'est en désespoir de cause qu'il pensa à retourner au gymnase communautaire de Belleville où ils avaient joué au basket ensemble. Il arriva en fin d'après-midi, pendant l'entraînement des jeunes du quartier. L'ambiance était joyeuse. Les rires et les cris des enfants résonnaient sous le toit métallique. Et là, assise sur les gradins, il la vit. Camille observait les enfants jouer, un léger sourire aux lèvres malgré la tristesse évidente dans ses yeux. Elle portait la même robe fleurie que le jour de leur première rencontre, et Alexandre sentit son cœur se serrer de nostalgie. Il s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle, sans rien dire. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, côte à côte, regardant les enfants courir après le ballon. « Je me doutais que vous finiriez par me retrouver ici », dit finalement Camille sans le regarder. « C'est un de nos endroits », répondit simplement Alexandre. « Alexandre ?» Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la fatigue qu'il lisait sur son visage. « Il faut qu'on parle. Vraiment cette fois. Je vous écoute. Sans réserve, sans défense. Dites-moi tout ce que vous avez sur le cœur. » Camille prit une profonde inspiration. « Vous savez, après Lyon, après cette relation toxique, je me suis promis une chose. Plus jamais je ne laisserai un homme prendre des décisions importantes pour moi, même avec de bonnes intentions. Plus jamais je ne serai la petite protégée de quelqu'un. » Alexandre acquiesça silencieusement, s'interdisant d'interrompre. « Quand j'ai découvert que vous étiez Alexandre Dubois, j'ai eu l'impression qu'on recommençait le même scénario. L'homme riche et puissant qui cache sa vraie identité, qui protège la petite femme Neve. » Sa voix trembla. « Mais le pire, c'est que contrairement à mon ex, je vous aimais vraiment. » Ces mots atteignirent Alexandre en plein cœur. « Vous m'aimiez ?»« Je vous aime toujours. » C'est bien ça le problème. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Comment faire confiance à mes sentiments quand je découvre que tout repose sur vos mensonges? Comment savoir si je suis tombée amoureuse de vous ou de l'homme que vous prétendiez être? Alexandre sentit qu'il devait choisir ses mots avec une précision chirurgicale. « Camille, l'homme dont vous êtes tombée amoureuse, c'est bien moi. Le vrai moi. Celui qui avait oublié le goût des choses simples. Celui qui ne savait plus rire avec des enfants. Celui qui avait perdu le contact avec ce qui compte vraiment. Vous m'avez rappelé qui j'étais, avant de devenir Alexandre Dubois, PDG. Mais vous ne pouvez pas séparer les deux. Votre fortune, votre influence, c'est aussi vous. Vous avez raison, et c'est exactement pour ça que j'ai pris une décision. » Alexandre sortit de sa poche une enveloppe qu'il tendit à Camille. Elle l'ouvrit avec méfiance et découvrit des documents officiels. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'acte de donation de la librairie à votre nom. Plus aucun lien avec moi ou avec TechVision. Elle vous appartient complètement, sans condition, sans dette. Et ceci, il lui tendit un second document, c'est ma démission de TechVision. » Camille écarquilla les yeux. « Quoi, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas abandonner votre entreprise. Je ne l'abandonne pas. Je la transmets à Marina, ma directrice financière, qui la dirigera mieux que moi. J'ai gardé une petite part symbolique, suffisante pour vivre modestement et financer quelques projets sociaux. Mais je ne serai plus jamais le milliardaire qui vous fait peur. Alexandre,
Vous ne pouvez pas faire ça pour moi. C'est votre vie. Non, Camille. Ma vie, c'est ce que j'ai vécu avec vous. Le reste, c'était juste un rôle. Il prit ses mains dans les siennes. Je ne vous demande pas de m'aimer parce que j'ai tout abandonné pour vous. Je vous demande de me donner la chance de vous prouver que l'homme qui vous aimait dans ce petit café du Marais, celui qui riait en jouant au basket avec ses enfants, celui qui se perdait dans vos yeux, quand vous parliez de votre rêve de librairie, c'était le vrai Alexandre. Pas le PDG, pas le milliardaire. Juste moi. Camille pleurait maintenant à chaudes larmes. Alexandre, vous êtes complètement fou. Renoncez à tout ça. Je ne renonce à rien d'important. Au contraire, j'espère gagner la seule chose qui compte vraiment. Les enfants avaient fini leur entraînement et commençaient à quitter le gymnase. L'un d'eux, un petit garçon qu'Alexandre reconnut, courut vers eux. « Monsieur Alexandre, vous revenez jouer avec nous ?»« Bonjour, Malik, » répondit Alexandre en s'essuyant discrètement les yeux. « Bientôt, j'espère. »« Et vous, madame, vous pleurez. C'est à cause de monsieur Alexandre. » Camille sourit malgré ses larmes. « Un peu, oui. Il faut lui pardonner, » déclara Malik avec le sérieux de ses 8 ans. « Il est gentil, monsieur Alexandre. Il nous achète toujours des bonbons après les matchs. » Cette intervention innocente fit rire Camille et Alexandre malgré la gravité du moment. « Va rejoindre tes parents, Malik, » dit Alexandre. « On se voit la semaine prochaine. » Quand ils se retrouvèrent seuls, Camille prit le visage d'Alexandre entre ses mains. « Vous allez vraiment tout recommencer, vivre comme un homme ordinaire. »« Camille, j'ai été élevé par une femme qui me répétait que la richesse, ce n'était pas l'argent qu'on possède, mais l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Ces derniers mois m'ont prouvé qu'elle avait raison. Et si je vous disais non? Si je vous demandais de ne plus jamais reparaître dans ma vie ?» Alexandre sentit son cœur se serrer, mais il répondit avec sincérité. « Alors je respecterai votre choix. Parce que vous aimez vraiment, c'est vouloir votre bonheur même si je n'en fais pas partie. » Cette réponse acheva de faire tomber les dernières défenses de Camille. Elle se blottit contre lui, et Alexandre la serra dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. « Je vous aime, Alexandre, » murmura-t-elle. « L'homme vrai, pas le personnage. Et j'ai eu si peur de vous perdre en vous repoussant. Vous ne me perdrez plus jamais, je vous le promets. » Ils s'embrassèrent longuement, retrouvant cette complicité, cette évidence qui les avait unis dès le premier jour. 6 mois plus tard, Alexandre et Camille se mariaient dans la librairie Page en Rêve, entourés de leurs amis et des habitués du quartier. La cérémonie était simple, authentique, à l'image de leur amour. Alexandre avait publié un petit recueil de lettres qu'il avait écrites à Camille tout au long de leur histoire et qu'il distribua gratuitement à tous les invités. La dernière lettre révélait qu'il l'avait choisie dès ce premier soir chez Thomas. Non pas à cause de sa beauté ou de son charme, mais parce qu'avec elle, pour la première fois de sa vie, il avait pu respirer sans masque. Aujourd'hui, Alexandre travaille comme consultant bénévole pour des associations. Il a ouvert un petit atelier de réparation d'ordinateurs dans le quartier où il enseigne l'informatique aux jeunes en difficulté. Camille a agrandi sa librairie d'un espace café où se déroulent régulièrement des soirées lecture et des ateliers d'écriture. Ils vivent dans un appartement modeste au-dessus de la librairie. Leurs soirées se passent à lire côte à côte. Leurs dimanches au gymnase communautaire, où Alexandre fait maintenant partie de l'équipe d'animation. Malik, devenu leur petit protégé officieux, a décidé qu'il serait libraire informaticien, plus tard pour réunir les passions de ses 2 mentors. La presse économique parle encore parfois d'Alexandre Dubois comme de l'entrepreneur qui a tout quitté par amour. Mais Alexandre se moque de ce qu'on dit de lui. Sa plus grande fierté n'est plus la fortune qu'il a créée, mais l'amour simple et vrai qu'il construit chaque jour avec Camille. Et quand les clients de la librairie lui demandent parfois pourquoi il a l'air si heureux, Alexandre répond en souriant qu'il a enfin compris la différence entre réussir sa vie